le second débat de ce sens public. Nouveau rendez-vous que l'on vous propose jusqu'au 9 juin, date des élections européennes. Que fait l'Europe? Voilà une question simple et on va se la poser sur plusieurs thèmes. L'immigration forcément, on y reviendra, transition écologique, gestion de crise, transparence et pour commencer, l'énergie. Notre facture d'électricité augmente, là dans quelques jours à partir du 1er février. Est-ce en partie à cause des règles européennes? Peut-on s'en affranchir? Avant de répondre à ces questions, Flora Sauvage nous détaille le nouvel équilibre énergétique européen. 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Vladimir Poutine menace de fermer le robinet du gaz, les prix s'affolent et les Européens craignent d'être privés de chauffage. Car plus de la moitié des importations de gaz viennent de Russie. 2 ans après, les Européens ne sont toujours pas sortis de la crise énergétique. Cette crise énergétique, elle continue d'exister, d'une part par le fait qu'encore 14% du gaz que l'on consomme au sein de l'Union européenne provient toujours de Russie et que les États membres ont été incapables de mettre en place des sanctions sur le gaz russe, et puis notamment parce que nous dépendons encore grandement des énergies fossiles. Pour répondre à cette crise énergétique et mettre fin à sa dépendance vis-à-vis de la Russie, l'Union européenne réagit en 2 temps. Vous avez 2 temps dans la gestion de cette crise. Chaque pays a essayé de sécuriser ses approvisionnements en gaz en allant chercher des nouvelles sources au Qatar, en Azerbaïdjan, aux États-Unis. Puis vous avez le 2e temps où on dit qu'il faut se réindustrialiser, il faut reproduire de l'énergie au niveau européen. Et ça, par contre, c'est un plan qui est éminemment européen parce que c'est une réponse qui sera collective avec d'énormes investissements à faire sur le temps long. Et cette réponse collective passe par le pacte vert, un ensemble de mesures lancées par la Commission européenne. Le pacte vert européen, c'est la réponse, notamment pour atteindre l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050. Et l'objectif des élections européennes de 2024, c'est de savoir comment on finance, on met tout cela en œuvre. À 4 mois des élections européennes, le pacte vert cristallise la colère des agriculteurs en France, mais aussi en Allemagne ou en Pologne. Tout l'enjeu est de sécuriser notre indépendance tout en recherchant de nouvelles sources d'énergie. Que fait l'Europe? Zoom sur l'énergie ce soir avec Anna Créti. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris, Dauphine PSL. Erwan Benezet, bonsoir. Et bienvenue, journaliste service économie du Parisien aujourd'hui en France et auteur de ce livre Le Grand Bazar de l'énergie, publié aux éditions Artaud. Nicolas Bergmans, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, responsable Europe, expert énergie et climat à l'INRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Évidemment, Tam Tranui est resté à mes côtés. On va beaucoup parler du prix de l'électricité dans ce débat parce que c'est l'actualité, augmentation dans quelques jours. Mais je rebondis sur le sujet d'ouverture de Flora Sauvage sur les conséquences de la guerre en Ukraine avec deux chiffres. En quelque sorte, le centre de gravité énergétique de l'Europe qui a basculé. Importation de gaz russe, c'était plus de 40% en novembre 2021, 12,9% en novembre 2022. Anna Créti, est-ce que c'est un virage de long terme? Est-ce que la Russie a perdu ses marchés pour longtemps, d'après vous? Ça dépend de quel marché. Probablement, le marché européen c'est en train un peu de se transformer. C'est vrai qu'ils ont quelque part laissé les relais à d'autres importateurs, bon, les premiers, les États-Unis. Mais en même temps, il y a quand même une partie de ces gaz qui revient sous la forme de gaz liquéfié, qui rentre en fait dans les commerces internationaux de gaz. Donc peut-être qu'une des conséquences aussi de cette guerre, c'est d'avoir rendu plus visible en fait ces commerces internationaux de matières premières, notamment celles énergétiques, mais pas seulement. Après, il faut quand même rappeler que les conflits continuent et que les sanctions continuent. Donc que c'est quand même encore une épine dans l'économie russe. Même si, d'autre part, une partie de ce gaz est brûlée, parce qu'il ne peut pas être... la Russie décide de ne pas l'envoyer dans les infrastructures gazières, donc dans les gazoducs, et ceci est une double peine, parce que les émissions de CO2 restent, même si nous, on ne les consomme pas. Oui, évidemment. Erwan Benezet, c'est triste à dire, mais est-ce qu'on peut parler d'un effet positif de la guerre en Ukraine? Alors, effectivement, c'est toujours très compliqué de parler d'effets positifs, c'est presque évidemment. Mais il y a eu indéniablement, vous parliez d'une prise de conscience de plusieurs choses.
notamment par exemple sur les mécanismes de fixation des prix de l'énergie, notamment des prix de l'électricité, on y reviendra peut-être, bien sûr, trop corrélé au gaz. Et puis sur les problèmes d'approvisionnement, on parlait des 40% pour l'Europe, 55% en Allemagne, du gaz consommé qui provenait de la Russie, bien moins en France. Et il y a eu effectivement toute une réorganisation à la fois de l'approvisionnement et des mécanismes de marché. Je pense que d'une part, la guerre est loin d'être terminée, donc ça s'inscrit dans le temps, et plus on avancera, plus ça sera difficile effectivement de revenir en arrière, y compris pour le gaz russe. Et puis, entre-temps, on met en place des mécanismes de financement pour de nouveaux appareils de production. Le renouvelable est en train de s'installer en Europe, et ça sera de plus en plus difficile de revenir en arrière, en effet. Nicolas Bergamas, est-ce que la Russie a sous-estimé la capacité de l'Europe à remplacer son gaz ? Ce qui est sûr, c'est que on est plus de 2 ans après, on voit que l'Europe a pris des actions qui ont eu un effet sur le réel. On pense notamment aux actions très rapides pour se mettre d'accord pour réduire la consommation de gaz. On a eu des mesures aussi qui ont permis aux États de mettre en place des boucliers tarifaires, comme on l'a vu en France. Ça demandait quand même, pour pouvoir vendre de l'énergie en dessous de son coût à certains moments, une autorisation au niveau européen. Et tout ça a réussi à se mettre en place finalement assez rapidement. Et ça a combiné à la force du marché européen de l'énergie, du fait qu'on ait des interconnexions électriques et des pipelines gaziers connectés les uns aux autres. Finalement, quand un pays manquait d'électricité, comme c'était le cas en France, ça s'est combiné aussi avec un problème de disponibilité de la production d'électricité en France. Ça, c'était il y a un an, oui. Ça, c'était il y a un an. Et bien, on a pu importer de l'électricité. Donc, il y a une solidarité européenne qui a fonctionné d'une certaine façon. Je pense qu'on peut dire que ça a montré la résilience, en tout cas, de ce modèle européen. Alors, certes, il n'est pas complet et on reste encore dépendant du gaz, on le disait, on a principalement importé du gaz naturel d'ailleurs. Tout l'enjeu, c'est de poursuivre sur la stratégie que l'Europe s'était fixée, qui est une stratégie de décarbonation de l'énergie, où là, finalement, le résultat, un an après, c'est que le gaz étant 2 fois plus cher, on a d'autant plus intérêt à développer les énergies renouvelables et les énergies décarbonées au sens large. Alors on va parler évidemment du marché de l'électricité avec cette actualité donc, qui nous concerne tous, confirmée par Bruno Le Maire. C'était dimanche soir sur TF1. Alors, la facture d'électricité sur les tarifs heure pleine, heure creuse va augmenter de 9,8% au 1er février. Sur les tarifs de base, 8,6%. C'est-à-dire que pour 97% des ménages français, l'augmentation sera sous les 10%, comme je m'y étais engagé. Ça veut dire que pour un ménage qui ne se chauffe pas à l'électricité, ce sera 5 € en moyenne par mois. Et pour le ménage dont on a vu l'illustration, qui se chauffe à l'électricité, qui a 2 enfants, qui a une maison individuelle, ce sera en moyenne 18 € par mois. Voilà une façon pour le ministre de l'économie de minorer évidemment l'effet de cette hausse pour les ménages français. Est-ce qu'elle était inévitable, Anna Créti ? Alors c'est vrai qu'on est dans une phase de reconstitution des réserves pour les finances publiques et d'ailleurs aussi cette trajectoire progressive d'abandonner les mesures de protection qui ont été prises déjà à partir de 2021. Donc c'était même avant la crise de l'énergie, on avait commencé à essayer c'était le problème du rebond après Covid. Donc on a quand même vécu plus de 2 ans avec des mécanismes qui ont protégé les consommateurs des vrais coûts de l'électricité et du gaz. Il fallait bien sortir un jour ou l'autre. Il fallait bien sortir, il l'avait annoncé d'ailleurs déjà lors de la hausse précédente cet été. Et d'ailleurs, la France avait obtenu un recours pour pouvoir, à la limite, continuer jusqu'en juin. Ouais. Un peu de pédagogie, en essayant de ne pas être trop technique, parce que c'est parfois compliqué. Comment se détermine le prix de l'électricité sur le marché ? C'est quoi ? C'est tous les jours ? C'est tous les mois ? Comment ça marche ? Alors, le prix de marché d'électricité varie d'heure en heure, voire même à des échéances plus petites, mais c'est seulement une partie de la facture d'électricité. C'est la partie d'approvisionnement. Et ce prix sur le marché, de gros, se fixe en fonction de la dernière centrale appelée. Donc, quand la dernière centrale est une centrale à gaz, le prix du gaz monte, le prix de l'électricité monte, c'est ce qu'on a vu pendant la crise énergétique. Mais ça concerne principalement les acteurs qui s'approvisionnent via ce marché-là. Donc, on pense notamment aux entreprises dans le cas français.
Pour les particuliers, c'est plus complexe parce qu'on a notamment les tarifs régulés où du coup on a une intervention publique qui permet, comme on l'a vu récemment, d'ajuster ce niveau du prix et de jouer notamment sur d'autres variables, la variable des taxes. Là, on l'augmente, mais pendant la crise, on avait baissé ces taxes sur l'électricité à leur niveau quasiment zéro. Oui. On va y revenir dans un instant, mais peut-être sur la tendance générale, Erwan Benezet, si on regarde un peu dans le rétroviseur historique sur, je sais pas, 15-20 ans, on est dans une tendance de hausse régulière, c'est ça ? C'est même... C'est même une flambée. Juste quelques petits chiffres. Sur 12 mois, entre le 1er février 2023 et le 1er février 2024, il y aura eu 3 hausses, 15, 10, 10%. Ça fait quasiment 38% de hausse. Sur les 5 ans, on est à plus de 50%. Et depuis l'ouverture des marchés en 2007 pour les particuliers, il y avait déjà eu 60% de hausse. On s'y perd là dans les calculs, mais les tarifs de l'électricité ont plus que doublé en une quinzaine d'années. Donc vraiment, on est rentré dans une nouvelle ère. Mais pourquoi, pardon de vous interrompre, parce qu'on en a de plus en plus besoin, parce qu'on en demande de plus en plus de l'électricité, donc il y a une hausse. Alors, comment ça s'explique ? Il y a plusieurs choses, structurelles et conjoncturelles. D'abord, il y a un phénomène très important qui est que pendant très longtemps, on a consommé de l'électricité pas cher, peu cher, parce qu'on a reporté une partie du coût de production sur quelque chose d'autre, qui est l'environnement. Et aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et donc, en fait, on faisait peser à l'environnement le surcoût qu'on ne voulait pas payer. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Donc, on rentre dans une nouvelle ère où on prend l'environnement en cause et ça fait flamber les prix de l'énergie. Ensuite, par exemple, en France, on a des réacteurs qui arrivent en fin de vie. Il faut investir massivement, ne serait-ce que pour les remettre à niveau. On va dépenser 100 milliards d'euros dans le grand carénage et encore 65 milliards d'euros à minima dans la construction de 6 nouveaux réacteurs. Bref, il y a aussi tout l'investissement sur l'avenir et puis le renouvelable qui va peser sur les réseaux. Et là, ce sont encore vraiment des dizaines de milliards d'euros qui vont arriver, qui vont peser en partie sur les factures des consommateurs. Alors, Europe ou pas Europe, par rapport à ces prix d'électricité, on va essayer de rentrer un peu dans ce détail. Tam, pour peut-être expliquer d'abord qu'il y a là, pour l'augmentation du mois de février, une augmentation des taxes. C'est ce qu'on a commencé à expliquer. Oui, c'est ce qui fait dire à certains que l'État se sert alors que le pouvoir d'achat des Français trinque. Oui, sauf que l'État avait auparavant minoré cette taxe que l'on appelle l'accise sur l'électricité en 2021 pour que les tarifs de l'électricité ne s'envolent pas pour les Français avec la crise de l'énergie. Donc ce que nous percevons comme une hausse, c'est plutôt un retour progressif à la normale. En temps normal, l'État perçoit une taxe de 22,50 € le mégawattheure pour les professionnels, de 32 € le mégawattheure pour les particuliers. Et cette taxe était tombée donc à presque rien, 50 centimes d'euros le mégawattheure pour les professionnels et 1 € le mégawattheure pour les particuliers. C'était le principe du bouclier tarifaire qui a été appliqué par le gouvernement et qui ne sera bientôt qu'un doux souvenir à mesure que l'exécutif cherche donc à renflouer les caisses de l'État. Il n'y a pas d'argent magique. Évidemment, mais et alors là, on tombe en plein dans la politique. Coup dur pour les Français, notamment pour les classes moyennes. Et oui, cette catégorie de Français pas assez pauvres pour être aidés, pas assez riches pour vivre dans l'aisance, et que Gabriel Attal a promis de choyer, notamment en leur promettant une baisse d'impôts à venir. Et voilà donc que l'une des premières actions du gouvernement Attal, c'est au contraire d'alourdir la facture. C'est un angle d'attaque offert aux oppositions sur un plateau et personne ne s'est privé ces derniers jours. Une augmentation scandaleuse, l'impôt Attal, jusqu'aux associations de consommateurs qui ont dit que ce n'était pas le moment opportun. À la décharge du gouvernement, il n'y a pas de bon moment pour annoncer une aussi mauvaise nouvelle, et encore moins donc en pleine crise du pouvoir d'achat, puisque ça continue. Mais si on dézoome un peu cette séquence, eh bien, elle nous interroge surtout sur le choix du bouclier tarifaire. Choix budgétaire, il a coûté des dizaines de milliards d'euros sur 2022, sur 2023. Choix politique, car le gouvernement n'a pas recueilli une popularité folle en mettant en place ce bouclier. Tout juste un petit ouf de soulagement de la part des Français. Maintenant qu'il le retire, il va s'en prendre plein la figure, car ce cadeau est désormais vu comme un dû. Et d'ailleurs, il en fait, le gouvernement, l'expérience en ce moment avec les agriculteurs. Et oui, c'est exactement ce qui s'est passé avec le gazole non routier, le GNR. Les agriculteurs ont droit à une fiscalité sur leur carburant qui les avantage par rapport au reste des Français. Coût pour l'État, exemple, 1,3 milliard en
2023. Et donc, il avait été négocié avec le principal syndicat d'agriculteurs, la FNSEA, une baisse progressive de cette aide dont la recette devait d'ailleurs être fléchée vers l'accompagnement des agriculteurs vers la transition écologique. La suppression de cette aide, elle devait déjà avoir lieu en 2019. Elle a été reportée 3 fois. Et oui, là encore, il n'y a jamais de bon moment pour supprimer cette aide. Et le fait d'avoir attendu n'a fait donc qu'empirer les choses avec la fiscalité sur l'énergie. On voit donc que l'histoire, elle se répète. On a les bonnets rouges, les gilets jaunes, les gilets verts, les bonnets jaunes, qui c'est demain, les cols bleus, les cols blancs, les pantalons fuchsia, toute la garde-robe peut y passer. Le pansement, il peut protéger des années, mais quand vous le retirez, eh bien, vous voyez que la plaie, elle est toujours là. Et parfois, on arrache même un petit bout de peau avec. Oui, effectivement, c'est jamais le bon moment. C'est ce qu'on va retenir de cet édito. Et alors, là, on est bien d'accord, fin du bouclier tarifaire, taxe qui revient en quelque sorte à la normale. Et alors là, on va rentrer dans le jeu des réactions politiques. Il y en a plusieurs après cette hausse annoncée par Bruno Le Maire. Par exemple, la tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes, Jordan Bardella, qui pointe des mécanismes européens défavorables à la France. Aujourd'hui, les intérêts français ne sont plus suffisamment défendus en Europe. Donc moi, je souhaite que la France puisse retrouver sa souveraineté en matière de maîtrise des prix et que les Français et nos entreprises, notamment par gain de compétitivité, puissent payer une électricité qui correspond au coût de production réel de l'électricité en France et non pas au coût de production de l'électricité en Allemagne. Alors, reprenons ça. Nicolas Bergmans, la France produit une électricité moins chère que le prix européen et accepte de payer plus ? Ça, c'est une réalité ? Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ça dépend des périodes, ça dépend des variations des prix. Mais c'est vrai qu'il y a des pays qui ont des coûts de production plus élevés, notamment ceux qui ont une part basée sur les énergies fossiles plus importante. Donc, notamment du gaz, où le prix au mégawattheure, c'est généralement plus cher que le mix électrique français, où on a une part importante de nucléaire et du renouvelable. Maintenant, c'est pas garanti que ça continue. Ça dépend beaucoup des choix qui vont être faits dans les années à venir, notamment du développement de la production renouvelable et finalement du coût que coûtera le renouvellement du parc nucléaire si on fait des nouvelles centrales, quel sera leur coût au final. On voit notamment que dans la presse hier, on a vu que l'EPR d'Hinkley Point avait encore un retard et une augmentation du coût. Si c'est le même résultat pour les parcs EPR français, on risque de dire au revoir pour un moment à des prix plus compétitifs au niveau français. Votre avis sur ce bouclier tarifaire, Erwan Benezet, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte... Alors, effectivement, pour beaucoup de Français, ça a été un soutien important, mais est-ce qu'il n'y a pas une occasion manquée ? Parce que on parle de transition écologique, le coût, le prix, c'est un levier important. On est d'accord là-dessus. Donc si on avait laissé augmenter les prix, est-ce que les comportements n'auraient pas changé un peu plus rapidement ? Quel est votre avis là-dessus ? Il y a aussi le coût qui peut être supporté, le coût social, sociétal. Bien sûr. Et ça, c'est extrêmement important. Et après, il y a deux visions qui s'opposent, c'est la vision court terme, la vision long terme. La vision court terme, vous parlez dizaines de milliards d'euros, Bruno Le Maire l'a rappelé, après son interview dimanche, ce serait a priori 90 milliards d'euros qui ont été dépensés sur l'ensemble des boucliers énergétiques en 3 ans. 90 milliards d'euros d'aides non ciblées. Donc il y avait des ménages qui pouvaient éventuellement se permettre d'accuser une augmentation des prix de l'électricité et d'autres pour lesquels c'était très compliqué. La question qui se pose, et là j'en viens sur le long terme, c'est est-ce qu'une partie de ces milliards d'euros, je n'ai pas la réponse, c'est un choix très compliqué, est-ce qu'une partie n'aurait pas pu passer à la rénovation énergétique ? Et justement l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, vient de publier les chiffres, le nombre de chantiers de rénovation énergétique pour 2023, ils sont en baisse parce que le système pour l'instant est compliqué, fonctionne difficilement. Le système MaPrimeRénov' notamment ? Le système MaPrimeRénov', les C2E, il y a de la fraude, la complexité administrative, le reste à charge, justement notamment pour les ménages les plus modestes, qui est trop important. Or, c'est la seule solution pérenne pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie, c'est de rénover l'habitat. Et en France, l'habitat, plus de 5 millions de passoires énergétiques est mal en point. La France sort de ce bouclier tarifaire, Anna Créti, pour des raisons budgétaires. Les autres pays ont-ils fait les mêmes choix et sont-ils en train de prendre un peu les mêmes décisions ? D'autres pays européens confrontés à un problème d'endettement ? Alors déjà, il faut dire que les niveaux de protection qui a été garanti aux consommateurs français pendant la période de crise étaient plus importants
que ceux de nos voisins. Ouais. Donc on a dépensé beaucoup plus d'argent que nos voisins. On partait déjà d'une position privilégiée dans cette aide. Et ce que disait Tam, les Français n'en sont pas vraiment conscients. Oui, on a mais pris parce et puis bon, voilà, c'est fait. Il y a toujours c'est une condition psychologique. On supporte mal les hausses et on trouve normal les baisses. Ou le maintien. Voilà, dans ces cas spécifiques. Et les autres pays, donc, on fait moins et on retire plus vite. Et en général, la marge, en fait, qui a été utilisée dans les autres pays, c'était plutôt de baisser la TVA. Sachant que les taux de TVA aussi sur l'énergie est différent selon les pays. Et après, il y a eu des aides plus ciblées sur les ménages précaires. Encore un autre changement, toujours dans l'énergie, même si ce n'est pas l'électricité. Par exemple, les ristournes qu'on a eu sur les carburants, c'était vraiment quelque chose de très local, très français. Très français. On n'a pas eu l'équivalent dans d'autres pays. Alors, c'est peut-être aussi parce que les autres pays ont des contraintes budgétaires, mais bon, la France aussi est très endettée. Mais voilà, ça reste un budget plus important qui a été, c'est le deuxième après l'Allemagne dans le cadre des aides énergie. La France pourrait-elle sortir du marché européen de l'électricité? C'est ce que proposait sur notre antenne mardi matin Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France. Écoutons-le. Nous produisons une électricité nucléaire 2 fois moins chère que le prix européen. Pourquoi on n'en profite pas? Pourquoi on interdit aux Français, aux entreprises françaises, aux Français d'en profiter? Donc il n'y avait pas besoin de bouclier qui a coûté une fortune si on a été sorti du marché européen comme l'Espagne et le Portugal, qu'on avait appliqué nos coûts de production. Et on aurait eu un avantage comparatif énorme par rapport aux autres pays européens. Grâce à l'électricité nucléaire. Exactement. Monsieur le maire, et j'ai dit que c'était de la haute trahison, a préféré servir les intérêts allemands que les intérêts français. Audrey Vetas est de retour sur ce plateau. Alors, il y a Nicolas Dupont-Aignan, mais il y a aussi les LR, LFI, Rassemblement National, qui tiennent peu ou prou le même discours. Question simple, est-ce que l'Espagne et le Portugal sont sortis du marché européen de l'énergie? Alors non Thomas, ils ont en fait obtenu une dérogation pendant environ 1 an et demi. Ça s'est terminé à la fin 2023. Une dérogation quand les prix du gaz ont explosé du fait de la guerre en Ukraine et de ses conséquences. À l'époque, on a appelé ça la solution ibérique qui a permis à ces deux pays de décorréler temporairement le prix du gaz de celui de l'électricité, en subventionnant les producteurs de gaz. Résultat, quand on payait 500 € le mégawattheure en France, on le payait 255 € en Espagne. Pourquoi ont-ils eu ce passe-droit ? En fait, c'est parce que ces deux pays sont enclavés énergétiquement. Certains disent même que l'Espagne et le Portugal sont sur une île énergétique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que très peu d'infrastructures entre ces deux pays et le reste de l'Union européenne. On ajoute à ça leur situation géographique et vous le voyez, les deux pays n'échangent que 5% de leur production avec le reste de l'Union européenne. Ils ne peuvent pas non plus vendre facilement quand ils ont trop d'électricité pour compenser leurs achats. Un autre point qui fait qu'ils ont obtenu cette dérogation auprès de Bruxelles. Depuis 20 ans, ils ont très fortement développé les énergies renouvelables qui coûtent moins cher et ce qui les a rendus beaucoup plus autonomes et beaucoup moins dépendants du gaz russe notamment. Pourrait-on faire pareil en France ? Alors, il faudra aller plaider notre cause à Bruxelles, mais ce n'est pas gagné parce que la France, elle ne peut pas plaider cette excuse d'enclavement. Elle est très connectée avec ses voisins, elle importe son électricité de l'Espagne, du Royaume-Uni, de l'Allemagne. Elle l'exporte aussi en Italie, en Suisse, en Belgique. Si elle se retirait du jeu, ce serait un cataclysme pour le marché. En fait, il faudrait que le modèle ibérique soit décliné au niveau européen, à l'échelle du continent. Mais pour cela, il faudrait que tous les pays jouent le jeu. Et c'est loin d'être gagné. L'Allemagne a déjà dit qu'elle n'était pas d'accord pour subventionner le prix du gaz, notamment parce qu'elle craint que ça n'entraîne des surconsommations. Merci beaucoup Audrey. Nicolas Bergmans, là, je vais reprendre ce que disait Nicolas Dupont-Aignan. La France pourrait-elle quitter le marché européen de l'électricité ? Alors, on fait de l'économie fiction, mais et si oui, à quel prix, oui, quelles conséquences ça aurait ? Il y a une conséquence très directe, c'est que si on décide de sortir, eh bien, il faudrait renégocier pour avoir de l'électricité avec nos pays voisins et peut-être qu'ils ne nous en donneraient pas. Or, ça poserait un problème très immédiat pour le système électrique français. Alors, pour l'instant, on est exportateur net. Mais voilà, pour l'instant, on est un exportateur. Donc, on se priverait de ces revenus qu'on aurait à l'exportation potentiellement. Et en plus, on est aussi importateur à certains moments qui sont très importants pour le système électrique. Il faut savoir qu'en France, on a une part importante de chauffage à l'électricité. Et donc ça veut dire qu'on a des pointes de consommation très importantes en hiver quand
cependant, il y a une demande importante partout en Europe. Et donc, il faut regarder sur les données qui existent, même en ligne, sur le site de RTE, qui sont très bien faites, qui montrent très bien que en hiver, la France, à certains moments, au moment où elle consomme le plus, peut importer en provenance d'autres pays européens. Et on se priverait peut-être de cette possibilité. Anna Critique, je crois que c'était le 17 octobre dernier, les 27 pays de l'UE sont tombés d'accord sur une réforme du marché européen de l'électricité. Comment la France a-t-elle fait valoir ses droits, notamment sur le nucléaire? C'est important d'en parler. Oui, alors d'abord, je pense qu'on peut l'appeler révision plus qu'une réforme, parce que les principes fondamentaux, notamment les principes qui permettent de fixer les prix de l'électricité, restent. Par contre, il y a une série de mesures, on va dire collatérales, qui ont été renforcées, qui existaient déjà là aussi, mais qui ont été vraiment plutôt généralisées. En particulier, les éléments de moyen long terme et donc les rôles des contrats. Qui sont un peu l'alternative au fait d'avoir des échanges comme ça, comme on disait, très rapides au jour les jours, et qui ont de nombreux avantages. D'abord, d'avoir une prévision un peu des prix, à la fois pour celui qui demande de cette électricité, à la fois pour celui qui la produit, donc notamment très intéressant pour les producteurs d'électricité verte. Il y a toute une question sur la sémantique du vert. Voilà, est-ce que le nucléaire est considéré comme une et donc cette verte solution contractuelle a été, d'abord, elle était pour les énergies renouvelables, et la France a plaidé pour que ça s'applique aux énergies décarbonées, dont le nucléaire et l'hydroélectrique. Ouais, alors c'était évidemment très important d'obtenir ça. Le nucléaire qui est désormais, le mot est important, au cœur de la stratégie énergétique d'Emmanuel Macron. On écoute le président de la République. Aucune stratégie crédible, ni nationalement ni mondialement, ne permet de sortir du charbon et des fossiles en reposant uniquement sur le renouvelable. Parce que le renouvelable est intermittent, qui fait peser des risques importants sur les réseaux et qu'il ne permet pas sur certaines activités d'être une réponse satisfaisante. Le bon mix, c'est la trilogie sur laquelle d'ailleurs nous avons bâti notre stratégie, c'est l'efficacité énergétique qui permet de réduire votre consommation, c'est plus de renouvelables et c'est plus de nucléaire. Et c'est pourquoi nous avons, lors de cette COP, pris des engagements clairs de doubler justement nos investissements en efficacité énergétique, de tripler nos capacités renouvelables à 2030 et de les tripler en nucléaire à 2050. Bon, Emmanuel Macron qui n'a pas toujours dit ça. On se rappelle, vous me redonniez la date, Erwan Benezet, 2019, fermeture de Fessenheim. C'était pas sa décision, c'était la décision de son prédécesseur, mais quand même, elle a été appliquée. Nos centrales, elles vieillissent, Erwan Benezet, on l'a vu l'hiver dernier. Est-ce qu'elles vont tenir suffisamment longtemps et surtout à quel prix pour faire la jonction avec les nouvelles, ces investissements dont parle Emmanuel Macron? Vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que c'est tenable? Ça, on parle notamment du manque d'ingénieurs ou d'ouvriers très, très spécialisés. Cette main-d'œuvre, on ne va pas l'inventer comme ça d'un claquement de doigts. Il y a même un chiffre. Les besoins ont été estimés pour les 10 prochaines années à 100 000 recrutements dans le nucléaire. 100 000. Sachant que dans l'industrie, il y a beaucoup de métiers en tension. L'aéronautique, aujourd'hui, c'est 50 000 recrutements dans les 2 ans à venir. Et donc, il va y avoir comme une compétition entre les différents secteurs, secteurs qui sont déjà très en tension. Et donc, on a effectivement aussi une perte à la fois de manœuvre et de savoir-faire dans le nucléaire qu'on essaye de retrouver. On a vu les problèmes rencontrés à Flamanville. On voit que c'est pas uniquement franco-français, puisqu'à Hinkley Point, on annonce de nouveaux surcoûts, nouveaux retards. Donc ça, c'est sur les nouveaux EPR, c'est ça? Alors, tout à fait. Oui, ce sont sur les nouveaux EPR, mais on doit utiliser le savoir-faire qu'on aurait dû conserver sur le nucléaire actuel. Pour répondre à votre question, effectivement, le parc français est vieillissant. Il a été construit une sorte de mouchoir de poche dans les années 70 et 80. Et donc, ils arrivent tous plus ou moins en fin de vie, ou en tout cas à la limite pour lesquels ils avaient été construits une quarantaine d'années. Aujourd'hui, l'autorité de sûreté nucléaire étudie la possibilité de prolonger à 50 ans, voire à 60 ans, voire peut-être plus comme aux États-Unis. Encore faut-il que la sûreté soit au rendez-vous et les investissements, je vous parlais de ces dizaines de milliards d'euros nécessaires. Oui, alors, et puis des investissements dans le nucléaire, des investissements dans le renouvelable. Et dans le réseau. Oui, et dans le réseau lui-même. Enfin bon, ça fait beaucoup de milliards. J'ai juste rappelé l'ambition de l'Union européenne en matière d'énergie renouvelable, directive du mois de septembre dernier, qui vise à porter à 42,5% la part de ces énergies renouvelables dans la consommation finale d'ici 2030. On a cherché aujourd'hui, ça représente
enfin c'était 2022, mais ça représente 23% pour l'instant, c'est cette part d'énergie renouvelable. Je voudrais vous poser une question, il nous reste 2 minutes 30 pour terminer, sur le montant d'investissement. Quand il était à Davos il y a quelques jours, le président de la République a appelé les pays européens à relancer l'idée d'un emprunt un peu sur le modèle de ce qui s'était fait pendant la crise Covid. Est-ce qu'on peut financer tous ces investissements sans un emprunt européen, d'après vous, Nicolas Bert? Alors, on peut envisager de le faire sans, mais ce serait dommage de faire sans. Pourquoi ? Parce que déjà, on a des problèmes en Europe où tous les pays ne se financent pas avec le même taux d'intérêt. Et donc, ça voudrait dire certainement que des États seraient en capacité d'aller plus vite que d'autres. Et ça peut créer des problèmes de tension politique au sein de l'Union européenne, simplement si on développe des modèles qui sont trop différents, ou si les industries, par exemple manufacturières, prenons un cas, celle des batteries se développerait seulement sur certaines régions, les batteries électriques, on a besoin pour les voitures, et pas dans toutes les régions d'Europe. Certaines régions d'Europe n'auraient pas, si vous voulez, intérêt à soutenir, à aller plus vite sur le véhicule électrique. Et donc, je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est important aussi parce que les entreprises européennes ont besoin de profiter du marché européen. On est dans une compétition globale où les Chinois ont l'avantage d'un marché important, les États-Unis ont l'avantage d'un marché extrêmement important et liquide. Et en Europe, ce serait dommage de faire chacun dans son coin sur des marchés nationaux. Avec en plus une cohérence par rapport à un objectif qui est commun, je pense, l'objectif de la souveraineté énergétique. Sauf qu'il y a la question de l'endettement, et on va terminer là-dessus, Alain Créti, puisque il y a les pays qu'on appelle les frugaux, ou les radins, quand on est désagréable, Pays-Bas, Danemark, Suède, Autriche. Bon, ils vont forcément tiquer. Une décision comme celle-là, un grand emprunt européen, il faut être les 27 tous d'accord, c'est l'unanimité. Comment ça peut se décider? Moi, je le vois en parallèle des règles de Maastricht. Donc, ça a la même portée. Donc, ça va limiter ou augmenter les budgets. Donc, forcément, on est dans le cadre d'une directive avec toutes les négociations qui en suivent et l'accord entre les 27. Donc il faut une unanimité. Un dernier mot là-dessus. Il faut juste convaincre en fait tous les pays que vous venez de citer que cet emprunt, c'est pas un coût, c'est un investissement. Voilà, et c'est un bénéfice plutôt pour le futur. Pour réussir à faire basculer certains pays européens. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Erwan Benezet, le titre de votre livre, Le Grand Bazar de l'énergie, livre publié aux éditions Artaud. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Merci à tous d'y avoir participé. Merci à vous toutes et tous de votre fidélité. Je vous dis à lundi. Et puis notez que demain, on parlera aussi beaucoup d'Europe et d'élections européennes, puisque François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux élections européennes, sera l'invité de la matinale de Public Sénat à 8h du matin. Belle soirée.